Bonjour, lui Alexandre. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Comment ça va? Bonjour Elodie, mais bien, bien. Et vous, c'est un bon été? Ouais, ouais, super, super. Et vous? Moi, j'ai eu la chance de pouvoir bien couper et puis j'ai quand même jeté un œil sur ce qui se passait sur les marchés puisque on a eu un plus haut de Bitcoin en dollars et en euros. Faut pas l'oublier, en euros. Ouais, Même si depuis ça corrige un petit peu, donc c'est quand même des moments qu'il faut pas oublier parce que ça correspond un peu à ce qu'on avait pu dire. J'ai regardé différentes vidéos que j'avais pu tourner sur les 2 dernières années. Eh bien, on disait, quand on était à 25 000 $, on disait, oh, on devrait lors du prochain cycle dépasser les 100 000. À l'époque, on nous prenait pas pour des gens très sérieux. Ben, écoutez, comme quoi, on y était. c'est clair. Effectivement, c'est toujours des moments qui sont un peu spéciaux, des caps comme ça qui sont franchis parce que effectivement, quand on est dans le creux de la vague, on a l'impression que c'est inatteignable et puis effectivement, il faut les savourer. Exactement. Et puis savoir aussi parfois prendre ses plus-values, prendre quelques plus-values, ça fait toujours du bien. Tout à fait. Pour en sécuriser un peu. En tout cas, dans l'émission, ici, on a une tradition, c'est de laisser l'invité nous raconter sa rencontre avec Bitcoin. Donc, du coup, lui, Alexandre, racontez-moi comment vous êtes rentré en contact de cet objet un peu curieux qu'est Bitcoin. Comme je dis souvent, Bitcoin est rentré en effraction dans ma vie, par effraction dans ma vie, puisque moi, je suis curieux de tout et j'avais bien vu cet objet bizarroïde dans les lignes, quelques lignes de revues financières, mais vraiment, j'avais pas fait attention. Et puis, quand j'ai vu que certains s'en servaient pour faire des transactions sur une plateforme qui vendait un peu de tout sur le darknet, Silk Road, eh ben, je me suis dit, si eux l'utilisent, c'est que ça doit être solide, puisque souvent euh, les gens qui ont des commerces illicites, ils cherchent toujours des objets qui soient très très résistants à la censure et ainsi de suite. Donc ça a été un point d'intérêt, même si il est évident que c'est pas le côté que ça soit illicite qui m'intéresse, c'est plutôt la solidité de la chose. Et j'ai commencé à vraiment me documenter dessus à partir de 2015, grâce à l'époque à Gonzague Grandval qui a été un des fondateurs de Pemium. Comme à l'époque, on avait une conférence sur la fintech, donc tout ce qui était la révolution tech dans la finance. On a fait des interventions régulières en 2015, 16, 17, 18, 19 sur Bitcoin. J'ai commencé à écrire sur le sujet en 2016 dans mon blog. Notamment, on avait écrit un des premiers articles sur Ethereum et The DAO, qui a été l'un des plus grands hacks d'Ethereum au démarrage et qui a donné donc lieu à un fork. Et puis en 2017, pour moi, c'était évident qu'il fallait commencer à investir dedans, même si je trouvais que les cours étaient partis un peu trop haut. Et donc, j'attendais une correction en 2018 pour revenir. Et peu à peu, j'ai commencé à acquérir des petites fractions à partir de l'année 2019. J'ai voulu partager ça à mes clients, mais j'ai pas trouvé finalement de partenaire à faire quelque chose, de partenaire qui pouvait nous aider dans l'acquisition de Bitcoin. Du coup, on a décidé fin 2020 et surtout début 2021 de créer un service d'accompagnement à l'acquisition et la sécurisation de Bitcoin et de quelques cryptos, service qu'on a fait évoluer au fur et à mesure des années. Mais dès le départ, on avait choisi d'être en self-custody, c'est-à-dire pour nous, si on va sur la thèse d'investissement en Bitcoin, il faut y aller véritablement. Et si on veut y aller véritablement, il faut détenir soi-même ses fractions de Bitcoin. Donc, il faut faire tout cet effort. Mais c'est un effort qui nous permet d'acquérir la souveraineté. Et moi, j'ai trouvé que dans un patrimoine, c'était le seul actif sur lequel on pouvait être souverain. Et du coup, parce que là, vous parlez de self-custody, est-ce que les clients, par exemple, mettons un client qui est fortuné, qui a un gros patrimoine, est-ce que ça peut pas faire un peu peur, en fait, parce que j'imagine la portion de Bitcoin de son patrimoine, même si c'est 5%, ça représente quand même beaucoup d'argent. Est-ce que la self-custody, ça fait pas un peu peur à ce type de profil? Alors bon, il y a différents types de profils et puis il y a différentes manières d'acquérir des bitcoins.
Euh, la self custody, c'est euh, pour moi, c'est pas négociable. Voilà, si les gens veulent acheter des ETF, ils n'ont pas besoin de moi. Ils peuvent en acheter auprès de leur banquier. Alors bien sûr, on sait faire ça aussi. Il y a des gens qui ont des plans d'épargne retraite avec des supports dans lesquels il y a du Bitcoin. Mais je pense que l'apprentissage doit se passer par là. Bien sûr, je vais pas révéler les montants que possèdent nos clients sur ce sujet, mais on a réussi à leur donner les éléments pour les rassurer, et puis les éléments techniques pour faire en sorte que on soit avec des environnements multidécisionnels, si je puis dire, avec donc de la multisignature, qui fait que c'est quand même le centre décisionnel ne repose pas sur une seule personne, mais sur plusieurs personnes, parce que on a des gens qui le possèdent au titre de leur société patrimoniale, et donc on a réussi à mettre en place des choses qui font que d'abord, ben, tous nos clients n'en possèdent pas, mais les clients qui en possèdent, ben, ils sont discrets sur le fait qu'ils en possèdent. Et d'autre part, on a mis en place des solutions qui permettent de comprendre et de sécuriser les choses. Ça marche. Et du coup, moi, j'avais une question pour en revenir à la partie patrimoniale. Comment vous voyez Bitcoin dans un dans un patrimoine? Parce que j'ai vu que vous faisiez de l'ingénierie patrimoniale, donc avec plusieurs parties du Mhm. patrimoine. Est-ce que selon vous, Bitcoin, c'est une assurance, une diversification, ou est-ce que ça doit être le fondement en fait d'un patrimoine? Comment il se classe en fait dans un patrimoine complet? La- 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 le fait que Bitcoin soit considéré par les Américains comme une matière première me va bien. Puisque la première fois que j'en ai parlé à mes clients, je leur ai dit, si vous avez 5% d'or, c'était en 2016, si vous avez 5% d'or, vous pouvez tout à fait céder 2% d'or pour acheter 2% de Bitcoin. Donc, je l'avais mis dans le rang des matières premières dès le départ. Et ça a été confirmé quand les dérivés sont arrivés sur Bitcoin en janvier 2018 et c'était à Chicago qu'ils étaient cotés. Donc, on était bien dans ce cadre-là. Pour moi, par défaut, c'est un actif considéré comme un actif de diversification et une réserve de valeur. Il est évident qu'il y a des gens qui ont mis à l'époque 2% de leur patrimoine, puis ça a un petit peu augmenté. Il y a eu quelques multiples, et donc ça peut prendre une place plus importante. Et là, ça va être selon la perception du client, soit le fait d'accepter de garder une place plus importante pour Bitcoin dans le patrimoine, parce que ça devient un actif tangible, sécurisant, tel que ils osaient l'espérer, mais finalement ça s'est révélé être exact. Mais en aucun cas, aujourd'hui, on aura des clients à qui on va dire d'être full Bitcoin. Par contre, aujourd'hui, en 2024, on a eu un pivotement dans notre activité, puisque la plus grosse partie de notre activité est devenue maintenant des bitcoiners qui sont venus vers nous pour nous dire, bon, écoutez, les bitcoins dans lesquels j'ai investi en 2010, 11, 12, 13, 14 ont pris une valeur importante dans mon patrimoine. Mon patrimoine est ben, heureusement déséquilibré. Donc, on aimerait que vous puissiez nous donner avec votre équipe la capacité de rééquilibrer le patrimoine parce que on arrive à des niveaux de plus-value qui deviennent assez importants et on aimerait rééquilibrer les choses. Au début, on fait monter nos clients, on a fait monter Bitcoin dans le patrimoine de nos clients, mais ces clients-là n'ont jamais fait all-in sur Bitcoin. Par contre, certains, c'est passé de 2 à peut-être 10% du patrimoine. Et de l'autre côté, on a des gens qui sont arrivés avec quelquefois un patrimoine composé à 90% de Bitcoin. Et ceux-là, on les a aidés à diversifier un petit peu, qu'ils avaient absolument la nécessité de le faire, mais parce que ça a été leur demande. Ah, non, ok. Voilà. Il y a des gens, quand ils ont 10-12 millions en Bitcoin ou 15 millions en Bitcoin et qui sont encore locataires de leur résidence principale, ils se posent des questions. C'est pas dit qu'il faut absolument vendre du Bitcoin pour acheter sa résidence principale. Certains se disent peut-être que plutôt que d'être locataire toute ma vie, peut-être que je m'achète une maison qui me plaît. Et donc certains, on les a accompagnés dans la diversification et certains, on les accompagne dans la diversification de leurs actifs à cette occasion-là.
Et du coup, quel est le pont le plus naturel? Vous avez évoqué l'immobilier. Est-ce que souvent on va vers l'immobilier, on va vers l'or ou bah, la bourse traditionnelle, par exemple? Comment les bitcoiners se diversifient pour la plupart? Alors, les bitcoiners sont des gens qui sont pas des épargnants comme les autres, puisqu'ils ont été plutôt visionnaires et surtout, ils ont une grande force de caractère. Je m'explique. Quelqu'un qui a acquis du Bitcoin en 2010, 11, 12, qui a connu ses phases de hausse, ses phases de baisse, ses phases de hausse et de correction et ainsi de suite, Mm, et qui a tenu dans tous ces moments-là, c'est quelqu'un qui a une force de caractère peu commune. On peut pas forcément parler de la majorité des Français, n'ont pas forcément toujours cette force de caractère, cette patience. Et donc, sont des clients qui sont particuliers. L'or est un très bon complément à Bitcoin. C'est-à-dire, on a beaucoup de gens qui ont cette double approche or et Bitcoin, puisqu'on a tous les deux des réserves de valeur. Et s'il y a des moments compliqués qui peuvent arriver dans les années qui viennent, ils savent très bien qu'ils ont des choses qui sont complémentaires. Bitcoin est tout à fait transportable de manière simple et sur de grandes distances, mais va pas forcément toujours parler à tout le monde. L'or a une reconnaissance universelle, mais il a mis 4000 ans à acquérir cette reconnaissance universelle. tout à fait. Par contre, il est difficilement transportable sur des longues distances et difficilement stockable chez soi en grande quantité. Donc, ce sont deux actifs de réserve qui sont complémentaires. Ensuite, on trouve des bitcoiners qui sont hyper agressifs et donc risqués sur Bitcoin. Et quand ils viennent à diversifier, eh bien, souvent, ils sont hyper prudents sur la diversification. C'est-à-dire qu'ils vont pas vendre du Bitcoin pour acheter les actions Nvidia. Ils vont plutôt dire, bah tiens, j'ai pas de résidence principale, j'en veux une, j'ai pas de résidence secondaire, ça me ferait plaisir d'augmenter mon cadre de vie comme ça. J'ai envie de donner, j'ai envie de transmettre, voilà. Et donc, on a rarement eu des gens qui sont venus nous voir pour acheter une Lamborghini. On a plutôt eu des gens qui sont venus nous voir pour mettre en place une vraie stratégie patrimoniale et surtout intégrer Bitcoin dans la gestion de leur patrimoine. C'est-à-dire que, en fait, on a un sujet assez intéressant qui est traité Bitcoin comme un actif patrimonial innovant. En plus, ce côté-là, il va être renforcé par l'arrivée du prêt lombard que l'on peut enfin faire en France maintenant depuis mai. Et ça va devenir un outil de construction ou de diversification patrimoniale. Je m'explique, j'ai des gens qui aujourd'hui développent leur patrimoine par le prêt lombard qu'ils font sur leur crypto. Oui. Voilà. Donc, Comme les gens le font avec des actions, par exemple. oui, alors comme le Mm, font avec des actions, sachant que mm, sur le Bitcoin, il y a encore plus de complexité, et puis il y a une réglementation européenne et bancaire qui est quand même catastrophique là-dessus. Mais, et comme ils ont une grande confiance dans l'actif, ils ont une confiance long terme dans l'actif, ben, ils disent plutôt que de vendre, je vais prendre du risque dessus, je vais m'exposer plus. Donc ceux qui font de la finance décentralisée l'ont déjà fait, ont déjà, comment dire, expérimenté avec par exemple Ethereum. Ceux qui sont bitcoiners purs, différentes raisons de le faire, et ce qui me permet de varier les stratégies patrimoniales. Et donc ça en fait un actif très très particulier dans la gestion de patrimoine. très intéressant. Et du coup, parce que tout ça, j'imagine, quand les bitcoiners viennent vous voir ou des gens qui veulent s'exposer, il y a le sujet aussi de la fiscalité, qui, on le connaît en France, est assez complexe. Du coup, concrètement, comment vous gérez cette partie-là? Est-ce que souvent ça se fait via des holdings ou des sociétés ou c'est mieux d'aller d'acheter son Bitcoin en direct, le mettre sur sa ledger ou de passer par une entreprise, par exemple? Alors en fait, il y a différents choix possibles. Imaginons, Elodie, que vous vouliez acheter du Bitcoin parce que vous voulez le garder à très long terme, quasiment pas vous mettre en position de vente et au pire le donner à vos enfants dans le futur. Pas besoin d'avoir une société, une holding pour faire ça. C'est hyper simple. On n'a pas besoin, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de problématique comme ça. On s'embête pas. On a juste à traiter les particularités de la donation quand ça sera le cas et ainsi de suite. Mais ça, on y reviendra plus tard sur la transmission. Sur la partie fiscalité, aujourd'hui, la fiscalité sur le Bitcoin, elle est simple. J'en achète, j'en vends.
Si je vends du Bitcoin, j'ai une plus-value à 30%, un PFE à 30% dessus. Voilà. Par contre, là où c'est très compliqué, c'est qu'aujourd'hui, on a du mal à qualifier tout ce qui n'est pas Bitcoin. C'est-à-dire le staking, les airdrops, les revenus de poules de liquidité, les emprunts, les pré-emprunts, tout ça. Tout ça, on a énormément de mal à le qualifier. Il y a pas mal d'interprétations, même si nous, on sait à peu près où est-ce qu'on va. Et ensuite, il y a eu pendant longtemps la problématique du prêt. Quand on faisait un prêt lombard, eh ben, c'était l'imposition immédiate de ce qu'on avait mis en garantie. C'est-à-dire que même si on me prêtait l'équivalent de 3 bitcoins alors que j'en mettais 10 en garantie, eh bien, c'est le fait d'en mettre 10 en garantie qui me rendait imposable sur la plus-value des 10. Bon, maintenant, ça, c'est plutôt derrière nous. Mais pour revenir à la fiscalité, si c'est acheter du Bitcoin, le détenir à long terme et le transmettre à mes enfants, la société, pour la fiscalité, la société n'a pas d'intérêt. Par contre, les gens qui me disent, je vais prendre du Bitcoin et avec ce Bitcoin, je vais le mettre en garantie d'un emprunt et je vais me faire des revenus par la finance décentralisée, là, ça commence à être très compliqué de le faire à titre personnel. Et donc, oui, faire des stratégies d'acquisition par des holdings, ça peut être pas mal. Ensuite, il y a le minage. Si je fais du minage, j'ai des options de minage Bitcoin si je le fais moi-même ou par une société qui sont totalement différentes. Parfois, ça vaut le coup de plutôt de le faire en société que de le faire à titre personnel. Et ensuite, il y a les questions de transmission. Si je me retrouve avec plusieurs bitcoins et je veux en transmettre la nue propriété à mes enfants, c'est-à-dire la propriété future, et moi je veux garder l'usufruit. En ce moment, sur le démembrement de bitcoin, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour plusieurs raisons, parce que si vous l'avez dans une plateforme, autant vous dire qu'allez demander à Kraken de vous faire un compte démembré. Et alors là, c'est même pas la peine. Allez demander à n'importe quelle plateforme de le faire. Allez gérer la question du démembrement de Bitcoin si on ne sait pas la problématique du quasi-usufruit et de l'article 774 bis du Code général des impôts. Ça peut être un sujet. Donc nous, on sait y répondre, mais c'est quand même hyper touchy. Alors que si j'ai mes Bitcoins dans une société, je démembre les parts de ma société et que mes bitcoins soient chez Kraken, sur ma clé ou autre chose, c'est les parts de ma société que j'ai démembrées. Donc je peux être usufruitier des parts de ma société, mes enfants nus propriétaires des parts de ma société. C'est moi qui gère le portefeuille crypto, mais c'est pas pour des considérations fiscales, vous voyez, hein, Elodie, c'est pour des considérations pratiques, hein, et juridiques et pratiques que je fais ça. Pratique. Donc la société, la holding, les gens voient toujours ça pour des questions fiscales, mais c'est une des motivations de la fiscalité et c'est pas toujours la bonne. Voilà. Mais bon, pour les questions de fiscalité, c'est complexe. Mais par exemple, j'interviens semaine prochaine auprès de deux fois, j'ai deux sessions de 50 experts comptables sur la problématique de la fiscalité et du traitement comptable de Bitcoin et des cryptos dans l'entreprise. C'est évident qu'on n'est pas nombreux à échanger à intervenir sur le sujet. Ouais. Mais du coup, ça me fait penser à une question. Quand on dit faire un démembrement sur Bitcoin, autant sur un bien immobilier, je vois, c'est que je peux habiter dedans, donc je suis usufruitier, mais la maison, le bien appartient à mon enfant. Sur Bitcoin, le démembrement, c'est quoi? Donc le Bitcoin il appartient à l'enfant et le Bitcoin, il reste dans ma propriété. Est-ce que je peux générer des intérêts dessus? C'est quoi le démembrement dans Bitcoin? Ah. Alors en fait, on arrive un actif. En fait, les bitcoins est un actif qui est fongible. C'est-à-dire que un billet de 100 euros, un billet de 100 euros, c'est pareil. Un bitcoin et un autre bitcoin sont globalement, pour le droit français, identiques. Bon, Elodie, comme moi, vous savez qu'il n'y a pas de bitcoin identique. Ils ont tous des historiques particuliers. Les UTXO ont tous des historiques particuliers. Donc, c'est faux, mais bon, en tout cas, juridiquement, c'est comme ça. C'est comme une bouteille de Romanée Conti ou de Cheval Blanc ou autre chose. On sait que tout ceci, le premier qui l'utilise, il le consomme. Et il reste quoi à l'autre? Imaginons que j'ai une bouteille de Romanée Conti dont vous, Elodie, vous êtes nu propriétaire et moi, je suis usufruitier. Je débouche la bouteille de Romanée Conti, je la déguste. Extraordinaire. Et puis, bah, malheureusement, de votre côté, vous avez un peu les yeux pour pleurer parce que eh ben, il y a un problème. C'est que vous étiez nu propriétaire d'une bouteille de Romanée Conti et vous voyez que la bouteille est vide.
Ouais. Donc, pour contrecarrer ces effets, il y a un article du Code civil, qui est l'article 587 du Code civil, qui traite de ces biens qui sont consomptibles, donc consommables, par le premier usage. Et il dispose ceci: si je fais une donation avec réserve d'usufruit, je reste en fait propriétaire. On dit en termes de droit en France quasi usufruitier. En fait, il faudrait dire quasi propriétaire. Et mon nu propriétaire, il a une créance contre ma succession. Ma succession a une dette contre lui. Donc, je prends un exemple simple. Je vais donner la nue propriété d'un bitcoin à un enfant. Je garde le bitcoin sur mon wallet, ou je le mets sur un wallet spécifique en disant cela, c'est là où il y a les biens qui sont démembrés. Et je dis que il y a mon fiston, il a une créance jusqu'à mon décès. Et cette créance contre ma succession, c'est pas le prix auquel je vais donner Bitcoin, c'est cette créance, qu'imaginons qu'aujourd'hui il vaille 100 000 euros. Il a une créance donc de 100 000 euros contre ma succession, indexée sur le prix du Bitcoin, par exemple. Ce qui veut dire que si à ma succession, il y a toujours le Bitcoin, et que ma succession vaut 3 millions et que le Bitcoin vaut 1 million, eh bien, il va prendre ma succession, 3 millions, moins 1 million, et il va payer que sur 2 millions. D'accord? Donc, c'est comme ça que fonctionne le quasi-usufruit. Alors après, il y a d'autres, comment dire, spécificités si j'amène à vendre mon Bitcoin, parce que si j'amène à vendre mon Bitcoin, ces dispositions qui ont été prises par le Sénat en 2023 et qui sont vraiment très désagréables, il faut que l'on porte le prix de vente tous les deux sur un nouvel actif. Et à ce moment-là, par exemple, imaginons qu'on vende le Bitcoin pour acheter un, des parts de société ou autre chose, eh bien, à ce moment-là, les parts de société seront démembrées. D'accord. Donc c'est comme si le démembrement il devient contagieux entre guillemets, c'est-à-dire s'il a été mis en place sur du Bitcoin et que le Bitcoin est vendu pour acheter autre chose, cette autre chose hérite du démembrement qui avait été Voilà, fait on du coup. appelle ça en termes juridiques la subrogation. Il est transféré sur le nouvel actif et c'est très important parce que ça permet à Ouais. chacun de garder ses droits en particulier Ouais. et d'éviter une perte fiscale de toute façon. Donc du coup dans le cadre de la transmission, c'est intéressant en tout cas si on a vraiment cette vision long terme de d'acheter des bitcoins pour les transmettre, bah, de les démembrer parce que du coup ils viendraient se soustraire à la succession. Exactement. Ça, le Mm. démembrement de Bitcoin est un sujet très intéressant qu'on aborde avec certains de nos clients. Et donc, c'est un tout petit peu technique parce qu'il faut, vous avez pu comprendre, Elodie, qu'il faut aborder des sujets techniques. Ouais. Le Bitcoin, il faut aborder des sujets juridiques et fiscaux, hein, donc il faut bien faire les choses. Mais c'est un des éléments de la transmission. On peut aussi faire des donations en pleine propriété, on peut faire des donations avant rapport. Et il faut pas oublier une chose, c'est que parfois, les gens en ménage, quand il y a quelqu'un qui a acheté des bitcoins avant le mariage ou après le mariage, c'est pas la même personne qui possède, et on se retrouve avec un qui a des abattements pour donner ou deux qui ont des abattements pour donner. Donc il y a tout un tas de stratégies aujourd'hui, et c'est là où on rejoint l'ingénierie patrimoniale pour mettre en place des belles stratégies de transmission pour les enfants, sachant que quand on donne, on purge la plus-value. Hein, faut pas Mm. oublier ça, c'est un Oui. point important. Donc, quand on donne, ça rentre dans le patrimoine au prix du jour pour l'enfant ou chez la personne qui reçoit la donation. Et à ce moment-là, ben, il y a une exonération de plus-value sur pour la personne qui aura reçu les bitcoins, la fraction de bitcoin ou la fraction de propriété le concernant si c'est un démembrement. En tout cas, c'est des questions qui s'anticipent. C'est vrai que Bitcoin, c'est un actif maintenant qui est là depuis une quinzaine d'années, donc les questions de transmission vont être de plus en plus fréquentes. Exactement, et elles sont diverses. Et par exemple, quand on arrive sur une succession et que l'on est appelé sur une succession parce qu'il y a des cryptos dans la succession et qu'il faut aider les héritiers à récupérer les cryptos, la plupart du temps, on leur explique qu'il n'y a que la self-custody et la détention sur une clé qui va permettre de gérer les problématiques de succession qu'ils auront. Donc, très souvent, toutes les problématiques successorales, on les traite en self-custody et non pas avec les plateformes.
Et c'est l'occasion d'expliquer aux gens véritablement la qualité de l'actif qu'ils possèdent. On est même allé faire une donation l'année dernière sur des gens qui étaient sur Bitcoin Core, donc un vieux de la vieille, et qui a créé des wallets Bitcoin carrément sur le Bitcoin Core, et on a pu aider juridiquement la notaire à faire l'opération. Ça, c'est, ça doit être tellement chouette, en fait, de pouvoir faire voilà, ce type d'opération avec toute la complexité technique, mais aussi l'innovation, en fait, qui va avec, quoi. Oui, oui, et puis surtout le notaire, quand il cherche la preuve, parce qu'avant il dit, bon, la banque, donnez-moi la preuve du changement de propriété. Bah oui, mais là, il y a pas de banque à appeler pour avoir le changement de propriété. Mais il Ah, y a c'est ça, quoi? Il y a l'avantage qu'on a une adresse de départ, on a une adresse d'arrivée. c'est On ça. peut aller alors, l'interroger sur la blockchain. C'est inscrit dans le marbre de la blockchain définitivement. Et on fait un screenshot et on a l'ensemble des preuves. Et donc, il y a des notaires qui me disent, bah alors, est-ce que je fais la transaction avant, après? Est-ce que je fais mon acte avant, après? Donc, on explique tout ça au notaire. On a fait des fiches conseils pour chaque opération. On a fait des fiches conseils pour le testament décentralisé, on a fait des fiches conseils pour tout un tas de choses, pour qu'on puisse aider le bitcoiner et le notaire à être sécurisé dans un cadre et à faire les choses selon les souhaits de chacun, la personne qui souhaite transmettre et le notaire qui souhaite être sécurisé dans ses actes. Et est-ce que les notaires, est-ce que vous sentez que les notaires commencent à s'intéresser de plus en plus à ce sujet? Est-ce on en a de plus en plus qui commencent bah, à vous contacter pour être formés là-dessus, pour anticiper et ne pas attendre d'avoir un client en face pour réagir? Ou comment ils sont aujourd'hui? C'est quelle position qu'ils adoptent? Alors, il y a certains notaires qui sont bitcoiners, ça se voit, hein, parce que ceux qui ont fait une transaction, déjà, on le voit. Ceux qui parlent de Bitcoin sans jamais avoir fait une transaction, on les voit tout de suite. Ouais. Dès qu'on les met, dès qu'on les met devant le fait accompli, ça tousse un peu. Mais il y a une volonté. Alors déjà, il y a toute la partie des notaires avec qui on est en contact, qui ont des gens qui sont vraiment passionnés de ça et qui avancent sur le sujet. Et puis on voit arriver des gens qui se posent des questions, nos contacts. Et puis là, on commence à avoir des instances qui se posent des questions. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des chambres des notaires, des chambres départementales ou des chambres régionales qui disent, bon, il va falloir qu'on se forme parce qu'on peut pas rester à côté de ça. Et donc, c'est ça le vrai sujet, c'est que on est resté pendant longtemps un peu à côté. Il y avait quelques notaires qui savaient traiter le sujet. Là, aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que les notaires, la profession commence à se dire, je ne peux pas rester à côté. C'est compliqué de rester à côté. Si on fait une statistique, globalement, aujourd'hui, on pourrait dire que 5 à 6% des successions vont détenir des crypto-monnaies parce que les gens qui détiennent des crypto-monnaies sont plutôt des gens jeunes. Donc par Mm. rapport aux 10% de gens qui ont des cryptos, on va dire qu'il y a 5% des successions aujourd'hui, mais dans 15 ans, ça sera 10 à 15% des successions, c'est-à-dire une sur 7, ce sera une sur 8 à peu près, qui détiendront des cryptos. Et on peut imaginer en plus que les valorisations aient monté. Voilà. Donc, je pense que c'est un sujet sur lequel il y a les notaires, mais ne parlons pas que des notaires, parlons des Oui, experts comptables. aussi, aussi. Tout à fait. Les experts comptables qui se retrouvent à faire une déclaration sur de devoir déclarer des portefeuilles, des choses comme ça, c'est compliqué de devoir déclarer des opérations dans le cadre d'une entreprise. Voilà, enfin moi je sais quand j'ai acquis mes premières fractions de Bitcoin par mon entreprise, c'était compliqué pour mon expert comptable de comprendre de quoi il s'agissait, comment ça fonctionnait et comment il adaptait les choses. Donc, c'est la deuxième profession du droit et du chiffre qui a dû véritablement se poser des questions parce que de plus en plus d'entreprises se commencent à avoir de la trésorerie en Bitcoin. Et puis aussi, il y a les questions de régularisation. C'est-à-dire que moi, j'ai des gens qui m'appellent en disant bon, Louis, j'ai pas toujours tout déclaré. Est-ce que tu peux nous aider? Et là, c'est pareil, il y a des avocats fiscalistes qui font ça très bien. Nous, on a cette approche patrimoniale, c'est-à-dire que souvent, les gens ont peur. Les gens ont peur du fisc. Les gens ont peur de la sanction.
Il faut faire un gros effort pour aller voir un avocat fiscaliste parce que on rentre dans un peu, je vais devoir me mettre à poil et tout ça, Ouais. et je me sens un peu sans défense. Notre côté plus confident du patrimoine leur permet souvent d'y aller plus progressivement, sachant qu'à la fin, c'est le même résultat. Seront mis en règle vis-à-vis de l'administration fiscale. Nous, on va traiter 95% des cas, et puis il y a des cas où on va s'appuyer sur des experts, des avocats qui sont spécialisés en contentieux fiscal, qui vont valider notre vision des choses quand on a une question. Ok, effectivement, ces professions, donc notaire, expert comptable et tout ça, ils doivent être limite avant-gardistes et se préparer avant que ces questions-là n'arrivent, parce que souvent quand les clients viennent le voir, comme vous l'expliquez, ils sont un peu en panique. Ouais, 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 et puis c'est un moment désagréable. On avoue qu'on a fait une faute. Ouais, Donc il y a ce vieux côté judéo-chrétien dans la population française où dès qu'on a le sentiment d'avoir fait une faute, on pense que c'est la fin. c'est grave. C'est Ouais. abominable. Bon, en fait, on fait tous des conneries, on fait tous des oublis, on fait tous des fautes. Enfin, là-dessus, il faut pas avoir d'orgueil mal placé, hein. On en fait tous, donc l'important c'est qu'à un moment donné, vaut mieux soi-même aller vers l'administration fiscale pour dire j'ai oublié ça, Ouais, plutôt que d'attendre que l'administration fiscale vienne vous voir en disant attendez, ça vous l'avez oublié et ça va coûter cher parce c'est que vous avez ça. cherché à le dissimuler. Donc il y a ce sujet-là. Il y a aussi le sujet de qu'est-ce que je dévoile à l'administration fiscale, parce que aujourd'hui, entre guillemets, on va dire que l'État nous veut du bien, on va dire vite. Ouais. Peut-être que demain, il nous vaudra encore moins de bien, puisqu'il va nous piquer à peu près tout ce qu'on a. Vu Mm. qu'il dépense sans compter, il faut bien qu'il trouve des ressources. Et peut-être que on doit monter des stratégies dans lesquelles eh bien, on fait en sorte d'être moins visible et moins imposable pour justement ne pas donner d'informations que l'État voudrait absolument avoir tout en restant dans les règles. Il y a des stratégies que l'on peut monter aujourd'hui qui sont totalement, qui sont beaucoup plus discrètes et tout à fait légales dans la manière d'acquérir, pour éviter de se retrouver à devoir communiquer à l'administration fiscale l'intégralité de son portefeuille. Ça, c'est Voilà. très, très, très important, hein, parce que aussi, bah, dans l'éthos aussi de Bitcoin, il y a ce côté bah, vie privée quand même qui était très fort. Exactement. Aujourd'hui, à partir du 1er janvier 2026, on a des règles qui se mettent en place sur ce qu'on appelle Transfer Rules, TFR en anglais, c'est une horreur, puisqu'on va devoir dénoncer tous les gens, les plateformes vont devoir dénoncer tous les gens qui font les transactions, et ils veulent aller jusqu'au unhosted wallet, hein, c'est-à-dire au cold wallet que l'on peut avoir, par exemple chez Ledger ou autre, pour essayer de les contraindre et de les soumettre à ça. Il est évident qu'il y a des stratégies à mettre en avant avant le 1er janvier pour éviter ce genre de problème, parce que c'est une atteinte à la vie privée qui est manifeste. L'État, pour lui, c'est normal. Vous avez le fichier des comptes bancaires, vous avez le fichier des contrats d'assurance vie, vous avez tous ces fichiers-là. Donc, pour lui, l'État, c'est normal qu'il ait accès à l'information. Mais nous, on aimerait bien avoir un tout petit peu de vie privée dans nos investissements. On n'a pas envie de tout dire et tout révéler. Et c'est important. Et donc, Bitcoin permet de faire des choses. Et il y a des manières de détenir son patrimoine crypto en conservant cette partie de privacy qui est très, très importante et qui, à mon avis, le sera de plus en plus. Donc, tout à fait, parce que effectivement, comme vous l'indiquez à juste titre, là, on est dans un état qui est en roue libre niveau dépenses, donc on ne sait pas jusqu'à quand la loi Sapin 2, elle va pas jusqu'au crypto, mais on ne sait pas demain, voilà, où ça peut arriver, voilà. S'il faut inventer un règlement, ils l'inventeront, hein. Aujourd'hui, tout ce qui concerne les contrats d'assurance vie, ça peut s'appliquer. Oui, Mais si demain, il faut faire un décret pour l'appliquer aux cryptos, ils le feront. Et moi, je n'ai pas tout à fait. forcément envie. Voilà, il y a un moment donné, je dis stop. L'État fait un certain nombre de conneries avec notre argent. Je ne vais pas continuer à financer une gabegie pareille. Tout à fait. Il y a une question qui me vient en tête, c'est la gestion des bear markets, parce que hier j'écoutais encore, je sais plus quel analyste qui disait que 2026, on sera probablement dans une phase de bear market. Quand on gère un patrimoine, quand on conseille des clients, comment on gère cette partie-là? Parce que souvent les gens peuvent avoir peur. Bitcoin a cette capacité aussi de dévisser assez fort.
Donc, Mhm. comment on gère les périodes de bear market quand on est un conseiller en gestion de patrimoine? Alors déjà, quand on est bitcoiner, on attend ces périodes où ça dévisse avec impatience et délectation parce qu'on se dit qu'on va pouvoir acheter moins cher. Et ça, déjà, c'est quelque chose qu'on doit faire passer à nos clients. Bon, la personne qui me dit qu'en 2026, ça risque de baisser, elle est encore sur les cycles classiques. Et en Mmh. 2022, on s'est cassé la binette. En 2018, ainsi de suite. Tous les 4 ans. Bon, effectivement, quand on est à 125 000 dollars ou 110 000 et qu'on a été à 15 000 sur ce cycle, on peut se dire qu'il y a plus de chances que ça dévisse quand on est à 125 000 que quand on est à 15 000. Bon, donc ça, nous, on a trois cas de figure, si je puis dire. On a le cas de figure de la personne qui a commencé il y a quelques mois un DCA, donc un investissement Mmh. régulier toutes les semaines. Si le marché vient à baisser, ben son DCA va gagner en efficacité, puisqu'avec la même somme, il va acheter de plus en plus de fractions de Bitcoin toutes les semaines. Donc lui, il a surtout intérêt à continuer. Et si on atteint des seuils, si on fait un moins 30, moins 40, moins 50, il a intérêt à renforcer son DCA. C'est-à-dire que ce qu'il avait prévu de mettre sur 4 ans, peut-être qu'il va falloir qu'il le mette sur 1 an et demi, puisque on a une correction. Ça, c'est celui qui est là depuis récemment, qui a pas beaucoup de capital et qui a un investissement régulier. C'est ce qu'on a fait aux gens, ce qu'on a proposé aux gens en 2022. C'est pour ça qu'on a des clients qui restent clients, hein, parce que en Ouais, 2022, on leur a dit non, 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 mettez un peu, mais surtout vous achetez tous les mois, toutes les semaines. toutes les semaines. Donc ça c'est la première partie. Deuxième partie, ce sont les gens qui sont arrivés entre 2022 et 2023, qui ont écouté nos conseils, qui sont renforcés sur les points bas et qui se retrouvent aujourd'hui avec des plus-values non négligeables. On a quand même pas mal de clients qui sont sur des x2, x3, x4, x5. La première des choses que l'on fait, c'est qu'on sécurise le capital. Imaginons quelqu'un qui, en 4 ans, a pu mettre, je sais pas, 50 000 euros et se retrouve avec un portefeuille aujourd'hui qui fait 170 000 euros. Ben, on lui dit, aujourd'hui, alors qu'on est assez haut, on va sortir en 2, 3 fois le capital qui a été placé. Ce qui veut dire que quand on sera dans le bear market, on ne jouera plus qu'avec les intérêts. OK. Donc ce cash, on va le mettre quoi? Dans des solutions DeFi très 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 sécurisées en attendant, pour faire un peu de revenus. S'il y a des opportunités de se repositionner, on se repositionnera. Sachant que il peut très bien se passer que on ne soit plus dans un marché cyclique et qu'il n'y ait plus de vrai bear market. C'est aussi ça, le vrai sujet. Et enfin, on a des gens qui sont un peu entre deux. Il y a des gens qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça, qui ont un peu de capital, qui ont un peu de plus-value mais pas trop. Donc là, c'est pareil. On va le faire de manière moins importante, c'est-à-dire que s'ils ont encore la capacité d'investir pendant 2, 3 ans, bah, ils vont continuer leur versement régulier. Et puis, bah, s'il y a des plus-values, on va quelquefois sécuriser une partie de la plus-value, même si elle est plus faible, parce qu'un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, et que on pense qu'aujourd'hui, dans la zone 125, 145 000, on pense qu'on est plutôt sur des hauts de marché, et qu'il va falloir attendre euh, stimuli, d'autres stimulations économiques ou techniques pour que Bitcoin reparte à la hausse. Économique, ça veut dire des baisses de taux, y compris aux États-Unis. Ça c'est économique. Et puis après, technique, il peut y avoir d'autres sujets, c'est-à-dire par exemple, technique ou géopolitique. On peut dire par exemple que tout d'un coup, deux pays révèlent qu'ils ont accumulé pendant 24 mois des stocks de Bitcoin et auxquels on s'y attendait pas. Et que ces deux Mmh. pays sont des pays des BRICS. Et comme par hasard, Bitcoin pourrait être officiellement une monnaie d'échange internationale. Ça, c'est un élément géopolitique qui peut intervenir dans l'évaluation du cours de Bitcoin. Voilà. On peut avoir des éléments techniques, je ne sais pas. On trouve que les évolutions du code de Bitcoin dans les 18 prochains mois ont deux effets. Le premier effet, c'est que ça permet de faire des contrats ce qu'on appelle des covenants, les contrats conditionnels, Mmh. et on arrive à faire quelque chose qui est une bonne idée. Puis deuxièmement, on trouve une, euh, une technologie qui repousse de 4 à 5 ans la fragilité supposée à l'informatique quantique. Et pareil, du coup, les gens se disent ah ouais, techniquement, ouais, c'est super fort, c'est super, et les gens sont. Et donc techniquement, Bitcoin montre sa capacité de résilience. Et enfin, je termine avec RGB qui est arrivé à prouver grâce à Tether que on peut avoir du stable sur Bitcoin, qui pour moi est un rêve, hein,
puisqu'il faut savoir que Tether a émis ses premiers stable sur la blockchain Bitcoin, a Tout à arrêté, fait. et là il pourrait revenir. Et Mm. donc, des éléments qui sont techniques intrinsèques à Bitcoin et donc qui en dopent l'usage. Et plus on a d'usage, eh ben, plus on a un cours qui peut monter, une volatilité qui peut baisser. Donc, on peut avoir des éléments donc économiques, des éléments techniques et des éléments géopolitiques qui peuvent amener finalement la cassure des cycles et finalement la continuation de la hausse après une période de faiblesse, mais peut-être pas. Donc, est-ce que pour quelqu'un qui a un horizon de temps très long, mettons 15-20 ans, le plus simple, c'est pas de rester en DCA sans jamais sortir, ou vous pensez quand même qu'il faut de temps en temps sécuriser quelques plus-values? Bitcoin est un actif exceptionnel et unique. Donc, à titre personnel, j'aurais tendance à être vraiment investi. Par contre, en tant que conseil en gestion de patrimoine, je suis conseil. Et donc, je dois avoir une approche dans la gestion du patrimoine de mes clients, dans les aider. Donc, pour moi, alléger les positions pour prendre ses plus-values, c'est une bonne gestion patrimoniale. Voilà. Après, il y a des clients, on leur propose, il y a des clients qui disent oui, il y a des clients qui disent non. Voilà. Ouais, c'est en fonction de la vision de chacun, du coup. Oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que c'est très facile de vendre, c'est très dur de racheter. Moi, j'ai pas de souci à vendre et à racheter. J'ai pas de souci à vendre en plus-value comme j'ai pas de souci à vendre en moins-value. L'autre jour, j'ai acheté une action, bon, on est arrivé à -20, c'était une connerie. Ben, j'ai coupé ma ligne. J'ai dit autant que je vende à -20 plutôt que attendre qu'on soit à -50 pour le faire. Et puis, c'est coupé, c'est vendu, on n'en parle plus, je cherche vers quoi réinvestir, et quand il y aura des opportunités, je réinvestis, et j'ai réinvesti, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels j'ai pu réinvestir après être sorti, parce que j'ai pas d'émotion particulière où j'arrive à juguler mes émotions par rapport à un actif. Et je connais des gens qui sont sortis de certains marchés, des marchés actions notamment, et qui ont eu tellement de mal à y revenir qu'ils ont dit stop, ça suffit. Et j'en connais aussi. Et il vaut mieux parfois rester investi à 80-90% sur certains actifs quand on a du temps devant soi, parce qu'on sait très bien que le risque a un corollaire qui le fait baisser, c'est la durée. J'achète une action sur un jour, c'est du casino ou du suicide. J'achète une action sur un an, c'est un placement risqué. J'achète une action sur 7 ans, c'est un placement raisonnable. Tout à fait. C'est l'horizon de temps qui joue, hein. Et c'est pareil sur Bitcoin. En tout cas, les 15 dernières années l'ont prouvé que j'avais vu une statistique comme ça qui montrait les pourcentages de chances de perte sur Bitcoin et que, arrivé à 3 ans, ça baissait drastiquement le pourcentage de chances de perdre en fait son argent quand on achète du Bitcoin. Tous les gens qui ont pris une durée de 4 ans ont toujours gagné. Et entre 3 et 4 ans, on arrive, enfin, je crois que ça va être 3 ans et 3 mois ou chose comme ça. Mais dans tous les cas, les gens, voilà, les gens qui sont partis du plus haut, même si c'est pas extraordinaire, les gens qui seraient très mal rentrés à 65 000 $ en 2022, aujourd'hui, ben, ils ont quasiment doublé en 4 ans. J'ai pas beaucoup d'actifs qui, du plus haut au Mm. plus haut, en 4 ans, doublent. Voilà, Ouais, ils sont rares. tout à fait. Et est-ce que vous croyez au scénario du Bitcoin à 1 million de dollars? Oui, bien sûr, et il y a des raisons à cela. Bien sûr, un certain nombre de, d'éléments qui soient présents. J'en ai cité plusieurs tout à l'heure par rapport à des moteurs qui permettent de valoriser le Bitcoin. C'est évident. Il y en a un quand même qui passera par l'adoption, parce que je pense qu'il n'y a pas que la question de l'accumulation, il y a la question de l'adoption. Euh, Aujourd'hui, ce réseau est utilisé quand même de plus en plus, enfin, en tout cas, les valeurs qui s'échangent sur le réseau Bitcoin sont de plus en plus importantes. Aujourd'hui, on devrait dépasser cette année 50 000 milliards de dollars échangés sur la blockchain Bitcoin. Il y a très souvent des blocs où 1 milliard de dollars est échangé dans le bloc. Et puis, il y a des sujets de si Bitcoin a la capacité technique de devenir un- une monnaie, une devise d'échange des pays non alignés,
Je pense que ça veut dire que l'ensemble du secteur public et privé de ces pays non alignés vont devoir se constituer une réserve de Bitcoin et ça va augmenter la demande et surtout ça va augmenter les transactions, surtout le montant des transactions. Pour moi, Bitcoin, c'est vraiment fait pour les transactions de montants importants. On va dire des 500 euros et plus ou 200 euros et plus. Et en dessous, il faut utiliser Lightning. Et je pense que ce qui va se passer, c'est que de plus en plus, la blockchain Bitcoin va être utilisée en termes de transactions financières pour des transactions importantes, de plus en plus importantes, ce qui fait que pour l'utilisation de ces transactions, les gens seront prêts à payer des frais pour entretenir la blockchain. Mm. Et de l'autre côté, quand on veut faire des paiements pour des petites sommes, Lightning est idéal. Et aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire un DCA et qui peut pas mettre plus de 100 dollars par achat, il a intérêt à passer par Lightning plutôt qu'à passer par Bitcoin. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas grave, on a des frais de transaction qui sont extrêmement faibles. Mais si demain on a une augmentation des frais de transaction, à 10 sats par V-byte par exemple, eh bien, on peut se retrouver avec la complexité, avec des frais qui deviennent gênants parce qu'on aura acheté plein de petites fractions et qu'à un moment donné, quand on fera une dépense, toutes ces petites fractions, ça fera une transaction très longue. Une transaction très longue, elle coûtera très cher. Ouais. Et donc, je pense les gens qui n'ont pas forcément les moyens de faire des DCA avec des montants importants ont intérêt à les faire en Lightning et après à les transformer en Bitcoin. Donc, pour moi, il y a vraiment plusieurs usages qui sont en train de se mettre en œuvre sur Bitcoin et les paiements internationaux pour une devise, la devise des BRICS par exemple, Mm. eh bien ça pourrait être Bitcoin. Et si c'est ce qui arrive, eh bien oui, on sera à 1 million de dollars. Moi, je le pense aussi, effectivement. Moi, je crois fortement au fait que Bitcoin, en tant que outil de transaction internationale, enfin, on fait pas mieux. Et surtout pour les pays justement qui n'ont pas des monnaies, et j'en parle beaucoup sur ma chaîne, hein, donc notamment les pays qui sont dans la zone franc CFA par exemple, qui ont une monnaie qui n'est pas reconnue sur l'échiquier international. Bitcoin, c'est vraiment une alternative qui vraiment coche toutes les cases, quoi. Oui, après, il est beaucoup plus difficile de graisser la patte des uns et des autres avec Bitcoin, puisque tout se voit. Et donc, on peut dire qu'il y a un certain nombre de gouvernements légèrement corrompus ou très légèrement intéressés, ou de personnels Mm, politiques intéressés à leur propre patrimoine, qui auront du mal avec Bitcoin. tout à fait. Euh, Alors qu'on sait bien qu'avec Swift, par exemple, ils aiment bien avoir les codes Swift pour pouvoir faire des petits virements en Suisse, ou aux îles Caïmans, aux îles Vierges, et Tranquille, ainsi de suite. tout à fait. Tranquille. Avec Bitcoin, ça va être quand même un peu plus compliqué. C'est clair. Donc effectivement, ça peut être un frein. On arrive petit à petit vers la fin de l'heure. Il y a un point que je voulais discuter avec vous, c'est le Bitcoin Wealth Summit à Bordeaux, le Oui, 14 novembre. oui. Et je vais partager l'affiche pour que vous nous parliez de cet événement que je trouve super intéressant. Je suis déjà inscrite, en tout cas. Sympa, merci Elodie. En fait, c'est une idée qui m'est venue parce que je suis souvent intervenu sur le sujet, sur ces sujets-là dans des conférences. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai la fille de Surfing Bitcoin l'année dernière à Biarritz où j'étais intervenu en 2024 et en 2023. Mais en fait, on a beaucoup de questions pratiques sur le côté civil, fiscal, économique, enfin toute la gestion patrimoniale de Bitcoin. Et l'idée, c'est de réunir sur une journée des gens qui vont répondre à toutes les questions qu'on se pose. Donc, les questions de fiscalité, le traitement fiscal de Bitcoin, que ce soit particulier ou entreprise. Il y a des questions, notamment de gens qui veulent quitter la France. Moi, je vois des gens qui veulent quitter la France avec des gros portefeuilles dans lesquels, quelquefois, il y a des positions en stable qui sont importantes. Eh ben, il faut savoir une chose, en cas d'exit fiscal avec un gros portefeuille de Bitcoin, Bitcoin n'étant pas considéré comme une valeur mobilière, il n'y a pas de problématique d'exit tax. Par contre, si j'ai un gros portefeuille de stablecoin a été déjà qualifié de créance, de titre de créance, eh bien, quelqu'un qui veut faire un exil fiscal et qui a un gros portefeuille de stablecoin supérieur à 800 000 euros, eh bien, il va devoir faire une exit tax avec toutes les conséquences qu'il y a derrière. Il faut faire attention à toutes ces choses-là. Donc, on va aborder
pas mal de sujets, notamment les sujets de transmission aussi. Mmh. Là, on va avoir en plus des partenariats qu'on va annoncer très bientôt sur la question de la transmission avec un organisme national qui est reconnu. Donc, on attend des notaires, des experts comptables, des avocats, des conseillers en gestion de patrimoine et bien sûr des investisseurs, des bitcoiners. Tout à fait. Aujourd'hui, on a vendu un peu plus de la moitié des places et c'est plutôt des bitcoiners qui sont venus, même s'il y a déjà j'ai vu déjà des avocats et des notaires qui sont inscrits. Sur la scène, il y aura donc des notaires, des avocats, on cherche toujours un expert comptable qui veuille bien se mouiller. Et puis, on va aborder des sujets sur la place de Bitcoin dans le patrimoine, sur la place des stablecoins dans le patrimoine. Est-ce que si Mmh. on achète du Bitcoin, il vaut mieux l'acheter en une fois, en plusieurs fois, ou faire du minage? Et on va aborder tous ces sujets-là. Pour l'instant, on a mis les 6 premiers intervenants. Oui. Bientôt, on va annoncer les 3 premiers partenaires qui se sont déclarés. Et il y a Alira qui est présent. Il y aura Ledger qui sera présent et puis Formaning qui est présent aussi. Tous les trois ont donné leur accord pour être partenaires. Et Super. donc, c'est une journée, le 14 novembre. Il y aura sûrement quelque chose la veille, mais ça, je peux pas encore le dire. C'est une journée, on commence à 9h, on termine à 18h, faire un cocktail. Oui. Normalement, que vous soyez confirmé ou débutant, vous aurez de toute façon appris quelque chose à cette journée. Si jamais vous n'êtes pas, je suis capable de le tenir. Si jamais vous n'avez rien appris, ben moi je vous rembourse votre billet. Bah, rien quand on voit déjà l'ordre du jour, je pense que bah, il y en a pour tout le monde. Donc même les bitcoiners confirmés, je pense apprendront des choses. Oui, par exemple, oui, c'est un truc tout bête, mais on fera un petit passage sur. Je l'ai pas mis là parce que je peux pas tout mettre et qu'il y a des questions que je veux garder un petit peu secrètes jusqu'au bout. On parlera un petit peu de quantique. Je pense qu'il y a beaucoup de bruit autour d'un sujet qui n'est pas un sujet aujourd'hui quand on le traite de manière professionnelle. Retenez une chose, c'est une manifestation dans laquelle on va pas faire des tables rondes avec 5 personnes qui parlent chacune 5 minutes. Le but, c'est d'avoir des keynotes percutantes et des tables rondes avec un animateur et 2 personnes, maximum 3, pour qu'il y ait une grande interactivité et que les gens puissent vraiment partager sur ces sujets-là. Et puis, il y aura toujours une petite partie prospective. Il y a ce qu'on sait, qu'on aimerait, ce vers quoi on aimerait que ça aille. Voilà, ça a toujours été l'ADN des événements que j'ai pu faire. En tout cas, très très intéressant. Moi, j'avoue, je suis particulièrement intéressée par le sujet du mining parce que je me pose toujours la question est-ce que je mine du Bitcoin ou est-ce que j'en achète directement? Donc, en tout Alors cas, là, on a un comparatif très intéressant là-dessus. Je spoil un peu le sujet. Euh, Vis-à-vis de transfer rules, je pense que si on a une machine de minage, euh, les bitcoins que l'on mine ne sont pas considérés par transfer rules. Donc je dirais qu'en termes de privacy, je préfère miner que faire des achats en DCA. Voilà. C'est un des éléments, Elodie, que je vous confie parce que je pense que c'est intéressant à le partager. Et, euh, et je pense que c'est un des éléments qui a son intérêt majeur quand on pense à sa stratégie d'acquisition, parce qu'aujourd'hui, il faut penser à sa stratégie avec les éléments de vie privée ou de privacy que on n'a pas toujours intégré, qu'il faut intégrer dans une stratégie crypto. tout à fait, très très important. Et puis rajouter à ça, comme vous évoquiez au début, enfin, en tout cas, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Donc la privacy, est-ce que je le fais via une entreprise ou pas? Donc si c'est du mining, donc peut-être plus entreprise que particulier. Donc en tout cas, tous ces sujets-là, c'est super intéressant d'avoir un événement où bah, on peut parler de tout ça un peu plus en détail, quoi. Oui, et puis on parle beaucoup du crédit Lombard, il y a beaucoup de gens qui mettent en avant le crédit Lombard, mais quand on regarde aujourd'hui les contraintes fiscales que l'on a, les contraintes réglementaires que les banques ont sur cette problématique-là, les contraintes tarifaires que l'on peut avoir, un crédit Lombard pour acheter une Lambo, si vous voulez, ça va pas être le même taux qu'un crédit Lombard si dans la banque vous allez laisser le cash pour acheter des actions. Mm. Donc c'est tout ça, c'est que je pense qu'il y a il y a beaucoup de légendes urbaines et puis il y a la réalité que nous on observe tous les jours et l'expérience parce que bon voilà j'ai une moustache blanche mais ça veut dire aussi que cette moustache blanche en plus parfois de la compétence
et de l'humilité, elle me donne aussi un petit peu d'expérience. Bah, en tout cas, moi, je serais très ravie de pouvoir profiter de cette expérience et bah, j'en ai profité là déjà avec cette interview. J'ai appris pas mal de choses. Donc, hâte d'être à cet événement de Bordeaux et de pouvoir vous rencontrer en vrai et puis d'autres personnes aussi de l'écosystème. Avec joie, en tout cas, vous êtes les bienvenus. Alors, la salle n'est pas extensible, malheureusement. On aura, on pourra pousser un petit peu, je pense, à 115 personnes maximum, mais on a déjà entre les billets vendus et puis quelques clients privilégiés, on est déjà à quasiment 60 places qui ont été bloquées. Donc voilà, j'espère qu'on pourra accueillir tout le monde. Il faudra zioter de temps en temps, il y aura des promos, puis les partenaires ont quelques places gratuites à faire gagner et quelques places avec des réductions. Il faut zioter pour avoir les places complémentaires. Faut être au taquet. On est voilà, voilà. On va commencer de toute façon d'ici 10 jours à communiquer de manière un petit peu plus régulière. Il faut savoir qu'on a lancé ça un peu en catimini au 14 juillet. Donc on n'a pas forcément pris on n'a pas mis les chances de notre côté, toutes les chances de notre côté pour que ça soit un succès. Et pour autant, aujourd'hui, on manque pas d'intervenants et on manque pas de public. Ouais, oui, parce que moi, effectivement, je me souviens quand j'ai vu l'événement, j'ai pris ma place le jour même parce que je me suis dit ah tiens ça, enfin je veux pas le rater donc je l'ai pris le jour même donc je pense que les personnes qui suivaient ils ont été assez Oui, 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 assez rapides. ça a été très rapide. La vente de la moitié des places a été très rapide. Super. Bon, en tout cas, bah, on arrive à la fin de l'heure. Merci beaucoup, Luis Alexandre, pour cette interview. J'ai appris beaucoup de choses. Et bah, avant de vous laisser, est-ce que vous avez un mot un mot de la fin, voilà, pour les personnes qui vont écouter cette interview? Mais en fait, déjà, bravo si vous êtes arrivé jusqu'au bout, parce que c'est important de savoir écouter jusqu'au bout. Deuxièmement, on sera toujours prêt à répondre à des questions et puis surtout, euh, on vous invitera à... C'est très bien d'écouter, mais si jamais vous écoutez et vous n'êtes pas investi, lancez-vous, investissez. On s'en fout, c'est pas très grave si au début c'est pas Revolut, si au début c'est pas ce qu'il faut, c'est pas exactement le pur. Mais il faut que vous vous lanciez. Parce que tant que vous n'aurez pas acheté vos premières fractions de Bitcoin, vous ne serez pas dans le jeu. Vous n'aurez pas ce qu'on appelle le skin in the game. Si vous avez commencé à acquérir vos premières fractions, vous allez voir, ça va devenir intéressant et vous allez vous poser les vraies questions. Donc ne restez pas des gens qui regardent, soyez des gens qui s'investissent et qui investissent un petit peu de leur épargne. Même si c'est 50 euros, même si c'est 100 euros, c'est pas grave. Même si vous allez investir 10 euros toutes les semaines avec Revolut ou avec autre chose, c'est pas grave. Si c'est pas pur au départ, c'est pas très grave. L'important, c'est de franchir le premier pas. Et après, vous allez voir, vous allez tomber comme Alice au pays des merveilles dans le trou du lapin et vous allez apprendre des choses exceptionnelles. Tout à fait. Je ne peux être que d'accord. Merci beaucoup, Luis Alexandre. Merci Elodie, parce qu'il faut des gens comme vous qui soient capables de parler à une communauté et de les sensibiliser sur le sujet. Vous êtes tous capables, tous, autant que vous êtes, tous capables de devenir des bitcoiners, alors devenez-le. Tout à fait. Parfait comme mot de fin. Merci beaucoup. À la À prochaine. très bientôt Elodie, à bientôt, au revoir. Au revoir.